décodeur d'Atlantic Matin. Débat, analyse, opinion. Le réveil de l'info, c'est Atlantic Radio. Les décodeurs jusqu'à 9h30 dans la matinale, on décrypte l'actu, on parle d'actualité, on revient sur les grands dossiers du moment et puis tout à l'heure à partir de 9h20, les débats express avec l'actualité toute chaude. On parlera de Monsieur Trump, des négociations avec la Russie et l'Ukraine, puisque un dossier est sorti, un dossier secret est sorti il y a quelques jours dans The Wall Street Journal, sourcé par les services de renseignement européens. On en parlera tout à l'heure un tout petit peu, hein. Je vous demanderai votre avis là-dessus. Mais premier sujet, PLF 2026, dernière ligne droite pour le PLF, hein, je dirais que ça se passe plutôt pas mal. Hein, le cheminement du PLF, qu'est-ce que vous en pensez? Et on va dire aujourd'hui ce qui va changer pour les entreprises marocaines. Voilà. D'abord, deux mots sur ce PLF, son cheminement à travers les chambres là. Très attendu, de toute façon parce que... parce qu'il faut y aller, quoi. Parce que justement très attendu. En principe, on aura une monture définitive, je dirais, cette semaine, maximum la semaine prochaine. Mais l'idée, c'est justement de voir un peu comment les choses vont évoluer entre la première et cette dernière mouture. Parce que justement, ce qui ressort, c'est qu'on en parlait tout à l'heure en aparté avec professeur Saïd, c'est qu'il y a eu on va dire un changement. Il y aurait, il faut rester toujours en conditionnel, changement en matière de retenue à la source applicable au secteur privé qui va être élargi d'ailleurs, et on l'avait dit même ici à l'antenne, que cette retenue à la source va être élargie au secteur privé dans le cadre de cette première proposition de cette loi de finances 2026. On peut rentrer dans le détail. On va rentrer dans le détail, on va essayer d'entrer dans le détail. Je ne vous ai pas présenté. Saïd Youssef, professeur d'économie à l'université Hassan II de Casablanca, une sommité, parce qu'il a même été votre professeur, votre formateur. Voilà. Et Youssef Salih, expert comptable. Oui, voilà. Enchanté. Enchanté, merci Franck pour l'invitation. Merci d'être là. Donc deux mots sur ce PLF. Là. Oui, on valide dans quelques semaines, quelques jours le projet final de la loi de finances. Déjà les dernières nouveautés de quelques heures, c'est qu'on a changé. On va aller progressivement dans la retenue à la source. Oui. Au lieu de 50 millions de dirhams, on parle aujourd'hui maintenant de 200 millions de dirhams et qu'il faut y aller progressivement, chose qui est déjà soutenue par la CGM et par les professionnels. Il me semble que c'est déjà un bon signal pour les secteurs économiques. Alors attendez, qu'on est dans les délais. Ça c'est très intéressant, mais est-ce qu'on peut expliquer ça? Ça veut dire quoi? Parce que tous ceux qui nous écoutent ne sont pas forcément des spécialistes ni de l'entreprise, ni de finance, ni des experts comptables, ni des profs d'économie. Donc essayons d'expliquer. Ça veut dire quoi un élargissement de la retenue à la source? Ça signifie tout simplement qu'en principe, la TVA est une taxe qui doit être neutre pour les opérateurs économiques. Le Code général des impôts a instauré une retenue à la source en matière de TVA pour le secteur public. C'est-à-dire qu'au lieu que l'opérateur économique qui collecte la TVA va la déclarer au fisc. Cette fois-ci, on a un peu changé le système, donc il y a une retenue à la source, c'est-à-dire c'est l'opérateur économique qui va retenir à la source la TVA et la déclarer à sa place. Et donc, ce qui veut dire tout simplement... Quand l'entreprise paye une facture à un client, elle va elle-même retenir la TVA. Elle va travailler pour la DGI. L'esprit de la TVA. Elle va travailler pour la DGI. Oui, exactement. C'est une lourde charge d'un point de vue administratif. Effectivement, donc peut-être un complément, quand on parle de retenue à la source, en fait, ce n'est pas un impôt supplémentaire, parce que la retenue à la source est juste tout simplement un moyen de recouvrer l'impôt. Et d'ailleurs, recouvrer cette TVA recouvrer un peu compliqué. Exact. Pourquoi je dis recouvrer l'impôt? Parce que justement cette retenue à la source s'applique aussi en matière d'hier sur le revenu salariaux, on peut le dire, parce que justement les salariés aujourd'hui, l'employeur retient à la source l'impôt. Et ça s'applique aussi pour... Ça fait longtemps.
Oui, ça fait très longtemps. Ouais. Mais la nouveauté, ce qu'on a vu en quelque sorte ces dernières années, c'est que c'est l'élargissement ou l'introduction pour une première fois au Maroc de la retenue à la source en matière de TVA. Et c'est ce qui a été un peu, je dirais novateur dans le cadre du système fiscal marocain, parce que ne pas l'oublier que cette réforme ou cette mesure s'inscrit dans un cadre plus large, parce qu'il y a la loi cadre 69-19. Pour une première fois, on a une loi cadre qui justement met les jalons d'une réforme profonde du système fiscal marocain. Et justement, cette loi cadre, on a enclenché la réforme fiscale à partir de 2023 avec la réforme en matière d'IS pour les sociétés, l'impôt sur les sociétés. S'en est suivi la TVA en 2024 avec cette réforme phare ou cette mesure phare de retenue à la source, et pour arriver finalement à la réforme de l'IR sur salaire. Et aujourd'hui en 2026, et la bonne nouvelle, c'est que pour les professionnels des chiffres, c'est qu'il y aura une stabilisation des taux de l'IS, ça il faut le dire. Ce n'est pas une mesure, mais parce que aussi novateur, c'est que en fait les réformes telles qu'on les a eues précédemment, c'était des réformes plus ou moins, si je peux utiliser le terme one shot. Aujourd'hui, et dans le cadre de cette loi cadre, ce sont des réformes qui se font de manière progressive sur plusieurs années. L'IS, pourquoi je dis les taux de l'IS vont se stabiliser? Parce que, comme je l'ai dit au début, la réforme a démarré en 2023, donc sur plusieurs années, à partir de 2026, les taux d'IS seront de deux taux. On a une partie de la population, et d'ailleurs c'est la frange la plus large de la population qui va être taxée à hauteur de 20%. Pourquoi je dis la plus large? Parce qu'on parle d'un bénéfice net fiscal qui ne dépasse pas 100 millions. Et d'ailleurs c'est la majorité de la population des contribuables en matière d'IS. Et les autres, les plus gros, qui vont être taxés à 35%. Bien évidemment, rajouter aussi le secteur bancaire qui va être taxé à partir de 2026 à hauteur de 40%. Oui, il faut analyser déjà ces chiffres. Donc, on peut déjà remarquer d'un point de vue IS, l'objectif c'est d'aller à un taux de 20%, ce qui va alourdir la pression fiscale sur les tissus économiques. Lorsqu'on parle de retenue à la source, c'est vrai, les entreprises vont se transformer en agents, en collaborateurs de la DIGI, c'est donc collecter la TVA à la place du fisc. Troisième message, lorsqu'on dit qu'on va revenir là-dessus, parce que ça, on n'a pas parlé des contraintes pour l'entreprise. Oui, c'est une contrainte. Quand il s'agit de TPME, par exemple, ou en tout cas de petites entreprises, voilà, j'en vois déjà derrière le poste qui sont en train de dire « Oh là là, comment on va faire ?» quoi. Ouais. Oui, d'un point de vue gestion, c'est pas du tout facile, mais aussi d'un point de vue trésorerie. N'oublions pas que lorsqu'on parle de retenue à la source en matière de TVA, on est en train de revoir le mode opérateur de la TVA. Parce que la TVA est basée sur le principe de la déductibilité. Et donc lorsqu'on va passer à la retenue à la source, c'est un retour en arrière. C'est-à-dire que beaucoup d'entreprises aujourd'hui vont avoir des crédits de TVA. Donc on va encore avoir des dossiers, des crédits de TVA importants, on va revoir le butoir, et donc c'est toute une logique. Alors qu'il a fallu peut-être aller directement à l'objectif et se poser une grande question. Pourquoi on a choisi d'aller vers la retenue à la source? Parce que tout simplement, on suppose qu'il y a une fraude, une évasion fiscale, et les gens ne déclarent pas la TVA. Et il faut faire une analyse. Pourquoi les gens ne déclarent pas la TVA? Parce que tout simplement, un taux de TVA de 20%, le 1/5 du chiffre d'affaires, vous allez le déclarer sous forme de TVA. Et donc, à mon sens, aujourd'hui, le véritable réforme qu'il faut lancer, c'est qu'il faut réduire le taux de TVA aujourd'hui au Maroc, parce qu'un taux de 20% est très élevé, et donc réduire le taux de TVA risque d'augmenter, peut favoriser peut-être l'augmentation des recettes au niveau fiscal. Et le grand message qu'on est en train à travers cette décision, c'est qu'on dit, lorsque vous êtes grand, vous serez sanctionné et vous serez obligé, alors que réellement, lorsqu'on impose une procédure, il faut l'imposer à tout le monde, parce que la disposition fiscale doit être quoi? Neutre.
Et ça, c'est un grand débat qu'il faut mener avec courage, avec beaucoup d'innovation. Et surtout, c'est le rôle de la CGM, des opérateurs économiques, qui doivent discuter sérieusement ces dispositions. Parce que ça impacte l'entreprise. N'oublions pas que ça impacte l'investisseur aussi étranger. Bien sûr, mais ces discussions, elles ont déjà eu lieu ou il faut les avoir maintenant? C'est en cours au niveau de la Chambre des conseillers. Heureusement qu'ils ont aujourd'hui la CGEM. Ce sont des sujets dont on parle à la CGEM et qui maintenant sont allés, par exemple, à la Chambre des représentants. Oui, bien sûr, parce qu'aujourd'hui, heureusement, qu'au lieu de 50 millions de dirhams, on a 200 millions de dirhams. Donc on est dans une logique de progression. Et c'est grâce à ces opérateurs économiques. Je voulais que vous me confirmiez tout ça. On est ensemble jusqu'à 9h30, messieurs, pour les décodeurs. On continue à parler de tout ça parce que c'est passionnant. Et puis, on continue à décrypter. Vous allez continuer à donner votre avis parce qu'on voit que chacun a son avis. C'est très bien. On se retrouve juste après le journal de 8h30. Et j'ai l'impression que la température va continuer à grimper. D'ailleurs, avec notre discussion avec Saïd Youssef aujourd'hui et Youssef Salih. Messieurs, j'aimerais qu'on reparle de ces contraintes sur cette retenue à la source, les contraintes des petites entreprises, des même toutes petites entreprises. Quel va être le moyen de contrôle ? Comment la DGI va contrôler que les toutes petites entreprises avec 3 à 4 personnes peuvent faire cette retenue Aujourd'hui, ce qu'il faut retenir, c'est que justement la retenue à la source dont on parle aujourd'hui, la retenue à la source en matière de TVA, ne va pas être appliquée par les petites entreprises, mais sur les petites entreprises. On a peut-être oublié de le souligner, mais on le rappelle que dans la première mouture de ce projet de loi de finances 2026, on avait parlé d'entreprises dont le chiffre d'affaires dépasse 50 millions de dirhams. Et bien sûr, les établissements de crédit, etc. Ça veut dire quoi tout ça ? Ça veut dire qu'aujourd'hui, si par exemple un professionnel, un prestataire de service présente une facture d'un montant de 10 000 dirhams hors taxe à une entreprise qui réalise un chiffre d'affaires qui dépasse 50 millions de dirhams, sur cette facture-là, on va prélever une retenue à la source et de TVA et une retenue à la source en matière d'IS. C'est pour ça que j'ai dit que ça ne va pas être appliqué par les... Non mais d'accord, mais est-ce que ça risque pas est-ce que ce chiffre d'affaires minimum ne risque pas de descendre ? Au contraire, il a augmenté c'est justement la surprise de cette matinée. C'est justement, on l'a lu tout à l'heure, c'est que ce seuil-là a été augmenté. C'est-à-dire qu'avant, on parlait de 50 millions de dirhams pour les entreprises, pour appliquer cette retenue à la source. Je le redis encore une fois, c'est un petit prestataire, par exemple, c'est juste un exemple, qui soumet une facture à cette entreprise, entre parenthèses, grosse entreprise ou grande entreprise. C'est sur cette facture-là qu'il y aura une retenue à la source. Maintenant, on a parlé de 50 millions de dirhams dans la première mouture. Aujourd'hui, le texte tel qu'il a été proposé et relayé par vos confrères de l'économiste, on parle d'une application ou d'un seuil qui va augmenter, qui va plutôt diminuer. C'est-à-dire qu'on va commencer par un chiffre d'affaires de 500 millions de dirhams à partir du 1er juin 2026. Après, on va passer à un taux de 350, un chiffre d'affaires de 350 millions de dirhams à partir du 1er janvier 2027, et puis une généralisation, chiffre d'affaires supérieur à 200 millions de dirhams à partir du 1er janvier 2028. Alors là, il y a des chefs d'entreprise qui sont en train de se dire, qui sont en train de souffler quand même. Souffler, oui, parce que justement, à juste titre, maintenant la charge de travail que vous avez souligné tout à l'heure, vous avez tout à fait raison, et plus va se situer au plus dans les directions financières des grandes entreprises, dont le chiffre d'affaires qu'on vient de citer tout à l'heure. Et justement, ce n'est pas... On peut imaginer que eux sont rodés à ce type. Ce que j'allais dire justement, c'est que c'est pas la première fois, parce qu'on a déjà commencé cet exercice, cette gymnastique, si je puis dire, en juillet 2024, avec l'application de l'entrée en vigueur de la retenue à la source en matière de TVA. Donc ils sont un peu rodés à l'exercice.
Et n'oubliez pas aussi qu'on a aussi une loi sur les délais de paiement. Donc oui, il faut quelques mois, par exemple. Moi, j'ai une question à vous poser pratique. Pourquoi on retient pas toute la TVA? C'est-à-dire, c'est prévu. C'est-à-dire que moi je facture évidemment, et je me rends compte que en fait on retient une partie de la TVA. Justement, ce qu'on a aujourd'hui, c'est qu'il y a une retenue à la source en matière TVA de 75%. Voilà. Ouais. Pour les entreprises et pour les prestataires de services qui présentent une attestation de régularité fiscale, c'est-à-dire qu'ils sont réguliers d'un point de vue fiscal. Ce qu'on appelle conformité fiscale. Après, vous avez les 100% pour les prestataires de services qui ne présentent pas une attestation de régularité fiscale ou qui sont en situation d'irrégularité fiscale. D'accord. Ok. Ce mécanisme de retenue à la source, comme nous l'avons déjà évoqué, c'est vrai, la nouveauté de la Chambre des conseillers, c'est qu'on va aller progressivement. Et qu'on a relevé un peu le seuil, au lieu de 50 millions, on va aller vers un objectif de 200 millions de dirhams et aller graduellement de 500 millions de dirhams à 350 millions de dirhams. Aussi, la retenue à la source ne concerne pas que la TVA, mais aussi le revenu locatif aujourd'hui. Parce que on a prévu dans la loi de finances 2026, on va attendre la validation finale, une retenue de 5% sur le revenu locatif, destiné à des personnes physiques. Donc ce mécanisme de retenue à la source aujourd'hui est préconisé et utilisé dans le Code général des impôts et la loi de finances, les différentes lois de finances, pour augmenter les recettes fiscales. Donc l'objectif, c'est augmenter les recettes fiscales, c'est lutter contre l'évasion et aussi améliorer les recettes de l'État. Maintenant, comme je l'ai évoqué, puisque, à mon sens, au-delà des seuils et au-delà des mécanismes imposés, il faut se poser une grande question. Est-ce que ce qu'on fait aujourd'hui est valable dans le cadre d'un projet, dans un grand chantier de réforme fiscale qui a pour vocation beaucoup plus d'équité, plus de transparence et plus de partage. Et dans ce sens, à mon sens aujourd'hui, la décision de passer à la retenue à la source, qui était déjà pratiquée auparavant par l'État, pour les marchés publics, on l'applique depuis l'année dernière déjà. Donc il y a une application de cette retenue à la source. Maintenant, quelles sont les perspectives ? Parce que n'oublions pas que la réforme fiscale telle qu'il est lancée dans son premier jet dans les années 80 avec l'ex-ministre Si Mohamed Barrada, la vocation, l'objectif, c'est basé sur la déclaration, c'est basé sur la déductibilité. Donc on est en train de réviser cette façon de faire. Donc on est passé d'un système déclaratif à un système de retenue à la source. Et donc, il y a moins de confiance. Voilà, ça veut dire que les gens fraudent et tous les moyens qu'on met en place, on n'arrive pas à limiter cette évasion fiscale et on a instauré ce système. Mais ce système, il a ses limites. Parce que lorsqu'on dit les entreprises plus de 200 millions de dirhams, on est en train de transmettre un message et de dire, lorsque vous investissez, vous devenez beaucoup plus grand, beaucoup plus important, on vous sanctionne, on vous attribue des charges supplémentaires. Alors qu'à mon sens, une telle procédure, si on la lance, il doit être généralisé et pour tout le monde. On dit par exemple, une retenue à la source de 25% sur toute la TVA payée. Et ça sera beaucoup plus facile à mettre en application. Cette question de séparer les petits des grands n'est pas du tout viable. Un autre élément que je vais ajouter, puisqu'on parle de la loi de finances 2026, c'est aussi la portée de cette loi de finances 2026. Il y a le volet fiscal, mais il y a aussi les autres volets. Le volet investissement public, on dépasse les 140 milliards de dirhams. Le volet recrutement, avec des postes d'emploi qui dépassent les 26 000 postes budgétaires supplémentaires. Donc cette loi de finances, c'est vrai, il y a le volet fiscal qui est important pour l'entreprise, mais aussi on va parler de l'importance de notre loi de finances pour la croissance, pour la création de la richesse, pour l'équité territoriale. Et c'est l'objectif même, c'est l'essence même de la loi de finances. Au-delà uniquement d'optimiser des recettes fiscales qui sont importantes pour un équilibre budgétaire, mais c'est les objectifs qu'on essaie. Moi, je vais ajouter un élément important, si vous permettez. Ce matin, j'ai essayé de voir un peu comment réfléchissent les Coréens lorsqu'ils élaborent leur loi de finances. Pour la loi de finances 2026 en Corée,
C'est une loi de finances orientée intelligence artificielle et recherche-développement. Donc on n'est pas dans ce débat technique de 200 millions, de 300 millions de dirhams. Et deux, on dit voilà, on veut encourager les secteurs à forte valeur ajoutée et les PME qui travaillent dans les technologies. D'accord. Et si vous voulez dire quoi je veux dire tout simplement qu'on doit dépasser cette logique technique, qu'on doit aller vers des lois de finances stratégiques qui créent de la richesse. Parce qu'il ne s'agit pas uniquement d'augmenter la recette fiscale en essayant de réviser des anciennes procédures qui ont été validées, mais de créer plus de richesse. Parce qu'aujourd'hui, le grand débat, qu'est-ce qu'il faut faire pour créer plus de richesse au Maroc et avoir plus de recettes fiscales? Parce que la pression fiscale a toujours des limites. Et ce n'est pas la seule et unique issue à nos problèmes de management et de gestion des affaires publiques. Je suis d'accord avec vous, professeur, parce que justement, l'optimisation, l'augmentation des recettes fiscales doit passer, on est d'accord, par la croissance. C'est-à-dire, on augmente la recette par de la croissance, par l'augmentation du PIB. Mais cette technique de retenue à la source est une technique qui permet non pas d'augmenter une recette fiscale, mais le terme que je trouve approprié est de sécuriser une recette fiscale. Parce que c'est une TVA qui est là, qui normalement doit aller dans les caisses du trésor, mais par des mécanismes un peu, je dirais, fraudulentes, parenthèse, cette TVA s'évapore. Et d'ailleurs, cette déperdition fiscale, ou cette hémorragie fiscale est très importante au Maroc. Et d'ailleurs, vous avez parlé tout à l'heure de la confiance. La confiance est un sentiment, mais par rapport plutôt à la fraude fiscale, cette confiance-là, ou ce manque de confiance se traduit par des chiffres. Et les chiffres de l'évasion fiscale sont très frappants. Et d'ailleurs, ce mécanisme de retenue à la source en matière de TVA a été institué au Maroc en 2024, suite à une recommandation au Maroc, parce que justement il y avait un benchmark qui a été fait et on s'était rendu compte que plusieurs pays d'Afrique adoptent un mécanisme de retenue à la source en matière de TVA. Le dénominateur commun était justement cette fraude fiscale en matière de TVA, il faut le dire, qui était quand même énorme. Et d'ailleurs, l'administration fiscale, depuis quelques années maintenant, traque ces organisations, si je peux utiliser le terme organisation, de ces fraudeurs. Et donc l'idée, c'est justement de sécuriser cette recette fiscale qui doit de facto revenir au trésor. Après, justement, oui, on peut dire que le système fiscal marocain est en train de se transformer et on est en train de passer justement d'un régime ou d'un système déclaratif tel que nous l'avons connu auparavant vers un système Alors, beaucoup de digitalisation, beaucoup de traçabilité. Est-ce que ça va réussir à lutter contre l'informel? Est-ce que grâce à ce système qui est mis en place, on va pouvoir réduire l'informel? Moi, je vais reconnaître aujourd'hui qu'un effort colossal est fourni au niveau de la Direction Générale des Impôts. Et d'ailleurs, c'est un modèle en termes de digitalisation, en termes de technologie, mais aussi, je vais dire, en termes de facilitation, de faciliter les textes juridiques avec le contribuable. Donc il y a un effort important qui est fourni par la Direction Générale des Impôts. Ça, c'est clair. Aujourd'hui, les impôts sont télédéclarés, vous pouvez avoir vos documents via plateforme électronique. Donc il y a des efforts qui sont importants. Moi, l'effort que je demande, c'est pas au niveau de la DGI, parce que la DGI, c'est un organe qui exécute. C'est au niveau gouvernement. On doit être plus imaginatif. Parce qu'aujourd'hui, lorsqu'on est retenu à la source, c'est pas une disposition de la DGI, c'est une disposition du gouvernement qui, au lieu d'innover et chercher des solutions beaucoup plus importantes, on est en train de sanctionner les grandes entreprises. Alors que partout dans le monde, on encourage les grands investissements. Donc c'est un message qu'on est en train, n'oublions pas l'effet sur l'investissement direct étranger. N'oublions pas qu'on veut aujourd'hui avoir des investissements de taille importante. Et donc lorsqu'on prend une disposition, par exemple, ça te retenait à la source, pour moi, au lieu de dire c'est uniquement les grandes, toutes les entreprises qui déclarent la TVA, on fait une retenue à la source de 20-25%. Oui, mais les grandes entreprises sont plus à même de l'appliquer parce que justement, ils sont mieux équipés en matière de ressources, que ce soit en ressources humaines. Attendez, parce que si je résume, pour ce PLF 2026, on sanctionne les grandes entreprises et on rajoute des contraintes aux PME.
on rajoute des... Est-ce que on peut créer de la valeur avec des contraintes, des sanctions, créer de l'emploi est-ce qu'on peut être imaginatif, innover est-ce qu'on peut donc créer de la croissance, etc. La question de l'emploi et de la créance et la création de la richesse et la création de l'emploi, c'est une affaire de PIB. C'est une affaire de taux de croissance. On l'avait toujours dit. On l'a dit, donc on n'atteint pas un taux de 6-7% de taux de croissance, on ne peut pas parler de pays émergents, on ne peut pas parler de création de richesse. Aujourd'hui, on a une économie qui dépend énormément des précipitations. Et donc, les choses sont claires. Et pour créer plus de richesse, il nous faut un tissu productif qui crée de la richesse. Et c'est dans ce sens que je l'ai dit. Aujourd'hui, si on fait des recherches partout dans le monde, on est orienté technologie, on est orienté intelligence artificielle, on est orienté innovation. Donc c'est le seul moyen qui va nous permettre d'augmenter le bien-être, d'augmenter le niveau de vie du citoyen. Le volet fiscal, c'est vrai, il nous permet d'augmenter des recettes. Mais vous savez, si vous avez un taux de croissance qui sont faibles, vous ne pouvez pas avoir beaucoup de recettes fiscales. Et vous risquez toujours d'avoir des déficits budgétaires. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Moi, à mon sens, nous avons besoin d'une loi de finances imaginative, prospective, capable de créer des horizons, mais d'encourager ceux et celles qui travaillent. Et ceux et celles qui travaillent, c'est le tissu économique. Et je l'ai dit aujourd'hui, pour la loi de finances 2026, c'est vrai, il est orienté au État social, orienté les équilibres entre les régions territoriales, surtout les problèmes territoriaux, et orienté vers la création de l'emploi, surtout à travers le secteur public. N'oublions pas, comme je l'ai dit, c'est un chiffre important, plus de 26 000 postes budgétaires pour 2026, avec tout ce que ça signifie. Pour soutenir l'État social, il faut des ressources. Justement, et les ressources sont essentiellement... Il faut de la croissance aussi. Il faut de la croissance, oui, et il faut des ressources. Et justement, moi, je ne suis pas d'accord avec l'utilisation du terme sanction des grandes entreprises. L'idée, c'est juste, vous l'avez dit tout à l'heure, du juste titre, oui, c'est une contrainte qui se rajoute, mais... On va peut-être continuer après. En tout cas, le débat est intéressant. On a déjà eu des débats sur le PLF 2026. On a déjà effectivement dit tout ça sur les secteurs. On a même parlé des écosystèmes qu'il faudrait peut-être reprendre. Bref, on reparle de tout à l'heure. On change de sujet. On va parler de la gouvernance de la santé, la réforme du système hospitalier. Ça aussi, c'est un sujet très important. On se retrouve juste après les infos de Mourad Baba. Et les décodeurs aujourd'hui, Saïd Youssef, professeur d'économie, et Youssef Sali, expert comptable. On a pas mal parlé de chiffres tout à l'heure. On va continuer peut-être. Je sais pas si on peut parler de chiffres, puisqu'on parle de la gouvernance de la santé. Peut-on vraiment changer la donne? La réforme du système hospitalier marocain est l'un des chantiers les plus ambitieux du gouvernement. Centres hospitaliers régionaux, hôpitaux universitaires, cartes sanitaires, gestion des ressources humaines, financement, tout est sur la table pour transformer un secteur trop longtemps critiqué pour ses inégalités, son manque d'efficacité et la dégradation de l'offre publique de soins. Justement, alors là... il a fallu réagir, Saïd Youssef, à propos de ce système de santé. Je rappelle quand même que les manifestations de la Gen Z ont démarré quasiment à cause de ce qui s'est passé à l'hôpital Hassan II à Agadir. Lorsqu'on parle de la santé, certes, ces derniers temps, on parle de la santé, on parle de l'enseignement. Ce qui est révélateur, c'est qu'on est en train d'évoquer la problématique de la gouvernance de la chose publique. Ça, c'est le grand débat. C'est vrai, on veut beaucoup plus braquer les projecteurs sur le fait qu'il y a un manque d'infrastructures, que c'est une carence en ressources humaines et qu'il faut injecter des budgets supplémentaires. Et d'ailleurs, c'est ce qui est pris et décidé dans le projet de la loi de finances 2026. Des budgets importants, quelque chose comme 140 milliards de dirhams d'investissement. Donc il y a des investissements d'un point de vue social important dans la loi de finances 2026. Mais le grand débat aujourd'hui, est-ce que c'est suffisant? N'oublions pas que lorsqu'on parle de la loi 06-22, il a mis les jalons d'une bonne gouvernance du secteur de la santé. Les
groupements sanitaires territoriaux, des centres de soins de proximité, un aspect innovation dans le management à travers une haute autorité de gestion de la santé au Maroc. Donc d'un point de vue structure, d'un point de vue juridique, on a tout mis. Mais le grand débat, lorsqu'on a essayé de mettre ça sur le terrain, il y a un écart entre ce qui est attendu et ce qui est exécuté. Mais on va aller directement au problème et dire que c'est un problème de gouvernance. D'accord ? Et d'ailleurs, on n'a même pas, à travers cette réforme, géré cette coexistence entre un secteur privé en plein développement et un secteur et performant, et performant, et un secteur public qui n'arrive pas à entretenir ses équipements, parce qu'on dit on a besoin d'équipements, mais aussi il faut réfléchir à l'entretien. On dit on a besoin de ressources supplémentaires, mais on n'arrive pas à connaître déjà qui fait quoi dans le secteur. Parce qu'aujourd'hui, d'après les derniers scandales, au niveau de certaines villes au Maroc, c'était beaucoup plus un problème de gestion, un problème de contrôle et un problème de... Et donc un grand débat aujourd'hui, c'est pour ce qu'il faut-il faire pour bien gouverner, hein? Et on ne doit pas toujours dire que c'est un problème de moyens. À mon sens, aujourd'hui, c'est un problème de gestion, de gouvernance. Oui, mais alors, la question qu'on peut se poser, justement, et vous avez peut-être raison là-dessus, c'est est-ce qu'on est capable de bien gouverner ce secteur ? Parce que ça fait quand même longtemps qu'on a des problèmes dans ce secteur. On ne va pas refaire la liste de tous les problèmes des Marocains qui vont à l'hôpital, mais il y en a beaucoup. Et c'est souvent pas lié forcément à la vétuste, aux locaux qui sont vétustes, aux médecins qui sont pas bons, etc. On n'en parle pas souvent de ça. Donc vous avez raison. Rapidement, la chose qu'on doit traiter aujourd'hui, est-ce qu'on veut vraiment centraliser ou décentraliser ? Parce que lorsqu'on a décentralisé, et d'ailleurs l'esprit de la loi, la nouvelle loi qui parle des groupements sanitaires territoriaux, les fameux GST. Voilà, GST, c'est une vocation de donner pour chaque région une autonomie entre lignes sanitaires. Qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce que c'est bien ? Est-ce que c'est une bonne chose, mais il faut mettre les moyens managériaux permettant de gérer cette grande décentralisation. Comment on forme ces gens-là ? Parce que il en faut des sacrés managers quand même. Oui, il faut un management territorial. Il faut qu'il y ait toujours un contrôle central qui permet de voir est-ce que toutes les régions travaillent dans le même rythme avec la même qualité et comment gérer cette coexistence qui fait partie du secteur de la santé au Maroc entre le privé et le public. Parce qu'aujourd'hui, la défaillance, lorsqu'on a des défaillances dans le public, on veut encore dire que la cause c'est le privé, alors que je ne suis pas d'accord. Si le privé est performant, c'est parce qu'il innove, il contrôle, et il y a moins de contrôle de la part du ministère de tutelle. Parce que oui, le public aujourd'hui, le privé, je vais donner des chiffres, aujourd'hui réalise dans certaines grandes villes quelque chose comme 40% des opérations chirurgicales par exemple. Et il a une offre de soins importante. Donc, développons le privé, mais il faut le contrôler. Modernisons le public, mais il faut encore le contrôler. À mon sens, aujourd'hui, c'est un problème de gouvernance, de contrôle et de pilotage qu'on n'a pas pu réussir parce que tout simplement, on a tout mis, sauf le management. Youssef. Déjà sur la terminologie, il ne s'agit pas à mon sens d'une réforme, mais vraisemblablement d'une refonte du système sanitaire marocain. Deuxième point, c'est une réforme qui a été enclenchée pas avec avec la génération Z et ces revendications, mais plutôt, et d'ailleurs le professeur l'a dit, c'est une loi qui porte le numéro 0622. Donc c'est une réforme qui a été enclenchée en 2022. Mais c'était par réaction. Maintenant, on voit bien qu'il y a beaucoup de choses qui se sont faites depuis ces manifestations qui étaient de la pure réaction. Et la loi, il est un peu avant GNZ. Bien sûr, cette loi existe. Et d'ailleurs, on a vu apparaître un CHU flambant neuf à Agadir. Exactement. On l'a pas construit en 2 semaines. Hein. Donc, pour continuer, justement, ces revendications ont plus ou moins accéléré les choses. On peut pas le nier. Donc effectivement, c'est une refonte qui a été enclenchée en 2022 avec cette fameuse loi qui
qui a un peu mis les jalons d'une refonte globale et surtout profonde du système sanitaire marocain. D'ailleurs, les spécialistes le disent, et on parle d'une refonte historique. C'est-à-dire que le Maroc n'a jamais eu une refonte de son système sanitaire, peut-être depuis l'indépendance. Donc, l'état des lieux, d'ailleurs, pour arriver à cette réforme, l'état des lieux, c'est que justement, on peut le souligner rapidement, mais il y a bien sûr un parcours de soins qui reste quand même chaotique. Il y a une problématique de ressources humaines qui va vraisemblablement s'améliorer, mais qui est encore là. Rappelez-vous de la réforme de la formation du médecin au Maroc. D'ailleurs, en réduisant la durée des études, qui est passée de 7 ans à 6 ans, et d'ailleurs c'est la norme au niveau international. Moi je trouve qu'il y a un vrai... après vous continuerez, mais je trouve qu'il y a un vrai problème sur le statut du médecin au Maroc. Il y a d'autres pays où le médecin, c'est un médecin, il a un statut. Son statut est souvent enviable. Il a sa place dans la société. Il a un métier valorisant. S'il est chirurgien, encore plus, etc., etc. J'ai pas l'impression ici que ce soit le cas du médecin. Et du médecin, en plus, il y a des médecins du privé, il y a des médecins du public. Le médecin de Casablanca n'est pas le médecin qui va se trouver à la campagne, etc., etc. Je veux dire, il faudrait aussi travailler sur ce statut du médecin, quoi. Oui, parce que c'est combien d'années d'études pour devenir médecin? On parle de 6 ans aujourd'hui pour avoir la spécialité. Et après la spécialité. Une moyenne de 10 ans, 11 ans, 12 ans. Exactement. Voilà, donc c'est un beau parcours quand même. Et justement, cette problématique de ressources humaines est présente. D'ailleurs, le déficit a été chiffré. D'après les chiffres qu'on a pu relayer par les médias, on parle de 32 000 médecins. C'est-à-dire le déficit en termes de ressources humaines. Je parle ici des médecins, sans parler des infirmiers qui font partie de cette un peu structure et de cette organisation. On parle de presque 60 000 infirmiers. C'est-à-dire qu'il y a un effort à faire. Aujourd'hui, les infirmiers qui manifestaient il n'y a pas très longtemps pour des histoires de financières. Donc là aussi, on revient au problème de gouvernance aussi. Oui. Justement, et l'idée aujourd'hui, c'est de renforcer, d'augmenter le nombre de médecins qui y sont. Et d'ailleurs, dans la même logique, il y a eu la multiplication de CHU. L'idée, c'est justement d'avoir un CHU par région. Sur les 12 régions du royaume, il y a des CHU qui sont aujourd'hui en construction. Donc, juste pour revenir au point de départ, qui était justement l'état des lieux. Donc, l'état des lieux, c'est un peu ça. Il y a une vraie problématique de ressources humaines, mais aussi, on parle du problème de la décentralisation. C'est-à-dire que le ministère est plus ou moins centralisé, le plus centralisé d'après les informations qui sont relayées par l'Institut royal des études stratégiques. On parle du ministère le plus centralisé. Et d'ailleurs, cette loi-là, qui date de 2022, vient justement pour résoudre cette problématique de gouvernance à travers une décentralisation. C'est-à-dire qu'il y aura plus ou moins plusieurs niveaux. Vous aurez le ministère de la Santé, et après, vous aurez ce qu'on appelle les autorités, vous les avez citées tout à l'heure. Il y aura la haute autorité de la santé, il y aura aussi les agences. Plusieurs agences ont été justement créées, l'agence des médicaments et des produits de la santé. Vous avez aussi l'agence pour la gestion du sang et de ses dérivés. Et en dernier lieu, vous aurez les GST. Et du coup, les GST vont être un levier de gestion de la santé au niveau territorial. L'idée, c'est de territorialiser la santé. Et le professeur Saïd l'a dit tout à l'heure, tout à fait d'accord, il faut résoudre la problématique de la santé de manière territoriale, parce que les besoins ne sont pas les mêmes dans les territoires. Donc, justement, les GST vont porter et vont permettre de déployer cette stratégie en matière de santé au niveau territorial à travers le regroupement de plusieurs. Donc, il y aura plus CHU, etc. Mais tous ces éléments-là vont être regroupés dans le GST. Alors, la question de ce sujet, c'était gouvernance de la santé. Peut-on changer la donne? Dernière question pour aujourd'hui, c'est comment on fait pour y arriver? Saïd Youssef. Pour y arriver, il faut déjà faire un diagnostic qui dépasse les textes de loi, voir
Qu'est-ce qui ne marche pas? D'après ce qui s'est passé il y a deux mois, presque un mois, 2 mois, ça révèle que c'est une question de gouvernance et de gestion. On avait des hôpitaux, donc il faut évaluer. on avait des CHU, mais le problème c'est que les appareils, par exemple, au niveau des hôpitaux, tombent souvent en panne. C'est un grand débat. Donc ça veut dire quoi? Est-ce qu'on achète mal? Est-ce qu'on n'y a pas une politique de maintenance? Parce qu'aujourd'hui, les solutions sont pratiques. Ils ne sont pas philosophiques. Ils ne sont pas politiques. Maintenant, est-ce qu'on sait faire? Est-ce qu'on sait gérer nos hôpitaux? Ça, c'est la grande question. Donc on évalue. Donc, il faut un diagnostic de l'État. Il faut benchmarker aussi. Oui, de l'État 1. Oui. Deuxième chose, qu'est-ce qu'il faut faire pour innover et pérenniser les structures de santé? Parce qu'aujourd'hui, on peut construire un CHU. Et dans 12 mois, 13 mois, s'il n'est pas entretenu, nous serons obligés de réinvestir et de construire de nouveaux centres hospitaliers. Donc, c'est un grand débat. 3, il faut benchmarker, vous l'avez bien évoqué. Moi, je me suis dit, parce que dans les médias, on parle aujourd'hui, on essaye de dire cette coexistence entre privé et public. Je me suis dit, est-ce que c'est la même chose au niveau des autres pays? Je vais vous dire qu'en Allemagne, par exemple, un tiers de l'offre de santé est privée. Et le secteur privé, il est performant, il est innovant, il offre des soins de qualité. Je me suis dit, mais quels sont les facteurs qui ont permis une telle performance? Il y a 3 raisons. La première, c'est que, il y a un contrôle rigoureux et surtout le contrôle des relations avec les assurances. C'est ce qu'on n'a pas fait au Maroc, parce qu'aujourd'hui, on parle d'une hémorragie des caisses de prévoyance sociale. Parce que il y a des sorties d'argent très importantes, ce qui risque de mettre en difficulté ces caisses. 2, il y a un système d'accréditation nationale. Le secteur privé est contrôlé par le ministère au niveau central. Et 3, le secteur privé est engagé dans la santé publique. C'est-à-dire qu'il participe aux urgences et dans tout ce qui est public. Donc voilà un peu, oui, il faut investir en infrastructure, il faut recruter, mais sans la gestion, sans la gouvernance, sans l'homme qu'il faut à la place qu'il faut, surtout au niveau régional, parce que, entre parenthèses, on allait manger une bonne partie des directeurs régionaux ces derniers temps, et on s'est dit que peut-être c'est la cause de la défaillance. Moi, je vais dire, la cause est ailleurs. C'est un problème systémique dans la gestion. Et je vais évoquer un point important qu'on oublie. Pour terminer. Pour terminer, voilà. C'est le manque de médicaments des officines aujourd'hui. Oui. Vous savez qu'on a baissé les prix. Certains labos, ils n'arrivent pas à couvrir leurs charges. Ils ont tout simplement abandonné certains médicaments. Ils sont obligés de les importer. Donc, c'est pourquoi, si on n'a pas une vision... Je note le sujet des médicaments. Oui, c'est un sujet important. Il faut inviter des pharmaciens pour vous parler de ce sujet qui est important. Exactement. 9h23, on passe au débat express. Vous écoutez les décodeurs d'Atlantic Matin. Les débats express. Ah, j'adore, merci beaucoup. Les débats express. Alors, un premier sujet important, l'intérieur appelle les citoyens à s'inscrire avant la fin de l'année pour les prochaines élections. C'est important et j'ai l'impression qu'il n'y a pas beaucoup de communication. J'ai l'impression qu'on ne nous dit pas dans les médias pourquoi c'est important d'aller voter. À votre avis, qu'est-ce que vous en pensez ? C'est un devoir. C'est même pas Parce que là, on en a. L'inscription est ouverte jusqu'au 31 décembre 2025. Oui, mais c'est un devoir. J'ai trouvé ça dans la presse hier. C'est un devoir électoral. Hier, oui. Bon. Il reste à moi, donc c'est un devoir. Et d'ailleurs, nous, à l'antenne aussi, on invite bien sûr les citoyens à aller s'inscrire, à aller voter. C'est un devoir. Il ne faut pas hésiter de le faire. Et d'ailleurs, on a observé, on a constaté plutôt l'intérêt de cette inscription et du vote dans le cadre récemment de ce qui s'est passé dans le cadre de ces manifestations et c'est plutôt ces revendications. Et justement, il faut aller voter pour s'exprimer. Iront-ils voter, ceux qui ont manifesté? Ça, on ne sait pas, on verra en 2026. Bien sûr, on invite tous les jeunes d'aller s'inscrire parce qu'il s'agit d'une mise à jour de la liste électorale. Donc c'est une mise à jour. Les jeunes, et maintenant, c'est le rôle des médias, c'est le rôle des partis politiques d'inviter ces jeunes d'aller s'inscrire. Parce que lorsqu'ils vont s'inscrire, ça nous donne une garantie peut-être d'aller participer au scrutin, d'aller participer au vote, parce que les jeunes doivent comprendre aujourd'hui que la gestion de la chose publique
passe par les urnes. Il passe par une participation Ça, massive c'est très pour important. choisir les bons Bien sûr. qui vont nous représenter soit au Parlement, soit au niveau local, soit au niveau des régions. À mon sens, c'est stratégique et c'est le rôle des médias, des partis politiques et des associations. Deuxième sujet, rapidement, c'est sorti dans le Wall Street Journal il y a 2 jours. Il y aurait une enquête secrète des services de renseignement européens qui concerne les négociations de paix entre Kirill Dmitriev, un dirigeant du fonds d'investissement public russe et proche de Poutine, et Steve Witkoff, et qui irait bien au-delà de l'Ukraine. C'est-à-dire que le plan de paix est en fait un plan business pour Donald Trump. Ce sont des accusations très graves. Exploitation conjointe des métaux rares de l'Arctique, accès pour les entreprises américaines aux 260 milliards d'euros d'actifs russes gelés en Europe, reconstruction de l'Ukraine menée par les États-Unis avec des capitaux russo-américains, projet pétrolier et gazier commun. Qu'est-ce que vous en pensez? Info ou intox? Si c'est avéré, ça ne m'étonne pas parce que justement c'est une approche un peu business que nous avons remarqué près du président justement et toujours et presque systématiquement en filigrane, c'est-à-dire même s'il y a des grandes lignes de résoudre une c'est quand même un journal sérieux, un Wall Street Journal, voilà. Je l'entends. Saïd Youssef? Ce que je dégage, c'est que c'est une corrélation vérifiée depuis toujours entre l'économique et le politique. Et peut-être avec les médias, avec le web aujourd'hui, ça devient de plus en plus visible. Et peut-être Trump a l'audace et le courage de le reconnaître officiellement. Mais les autres, à mon sens, tout le monde parle économie, économie et politique. C'est une réalité. C'est vrai qu'il ne se cache pas. Mais il y a ceux qui le dissimulent, il y a des gens qui le parlent, qui le traitent en clair. Merci messieurs, ça a été un plaisir. Saïd Youssef, professeur d'économie, et Youssef Salih, expert comptable. Plaisir pour et un expert comptable qui peut aussi parler de santé, qui peut aussi donner son avis sur c'est l'intellectuel. Russie. Bravo. Merci Franck, merci. Merci beaucoup, merci à vous. Juste après ceci, les informations avec Karim Dronet. Tous les matins, 7h10.